Waouh! Alors One Piece Stampede était incroyable. Il faut d'abord savoir que je suis en général pas du tout fan des films de One Piece. Je les trouve pauvres en scénario de par le fait que pour mettre en avant les qualités de l'univers de One Piece, un format en long métrage ne permet pas cela. Ainsi, généralement, je trouvais les films de One Piece très moyens. Mais ce n'est pas le cas avec Stampede, qui est un hommage incroyable aux fans de par son fanservice bien utilisé. Car oui, le fanservice n'est pas forcément une chose négative pour une œuvre. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo consacrée à ce sujet. Mais aussi grâce à un scénario intéressant qui permet que ce fanservice, qui consiste simplement à mettre énormément de personnages très appréciés en avant durant le film, ne soit pas dérangeant et soit cohérent avec le scénario du film. Mais cela n'est pas le sujet de la vidéo. Je pourrais vous faire une review complète sur le film si le sujet vous intéresse, avec et sans spoil. Ce qui fut encore plus intéressant dans ce film, c'est qu'Oda a prévenu qu'il y aurait des indices canons à l'univers du manga. Et c'est ce que nous allons apporter parmi les 5 points dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu. Durant l'introduction de cette vidéo, j'ai avancé que le film était un hommage aux fans. Mais il est bien plus que ça en réalité. Il est même un hommage au manga, le nombre de références et de clins d'œil dissimulés partout dans le film rendent le tout bien agréable et nous pouvons faire une quête du nombre incroyable de références. Les clins d'œil peuvent être très discrets comme l'apparition furtive d'un personnage de dos, comme un moment où il y a Pecoms de dos aux côtés de Hack. Ils peuvent être plus explicites visuellement, comme durant l'introduction du film où nous pouvons voir les montures de Duval, le renard qui se faisait passer pour Chopper à Chabondi, Hachi avec son stand de takoyaki, le retour de personnages comiques comme Wapol et Foxy. Dans la foule du stade, nous pouvons remarquer un moment les Risky Brothers de l'équipage de Charlotte Lola que nous n'avions plus vu depuis Thriller Bark, etc. Certaines scènes et techniques sont notamment reprises de l'anime et donc du manga, comme la technique utilisée par Zoro pour couper la météorite, qui est celle utilisée par ce dernier pour arriver à bout de Pika, ou encore les techniques et la chorégraphie du combat entre Luffy dans sa forme Snake Man face à Bullet, où les coups, la disposition et le résultat final fait fortement penser à la conclusion du combat entre Luffy et Katakuri. Pandaman apparaît plus de 12 fois d'ailleurs durant le film. En bref, le film se veut être une célébration pour les 20 ans de l'anime et il réussit très bien ce rôle. Douglas Bullet est l'antagoniste principal du film. S'il participe au plan de Buena Festa, son objectif est personnel et la légende qui tourne autour de ce personnage fait penser un peu trop même à Kinjishi no Shiki, l'antagoniste principal du 10e film de One Piece. En effet, Bullet est aussi un pirate de la génération de Roger qui était prisonnier à Impel Down. Son lien avec Roger est légèrement différent, malgré tout étant donné que Bullet est un ancien membre de l'équipage du Seigneur des Pirates. Mais il a commencé en tant qu'adversaire de ce dernier comme Ace avec Barbe Blanche. Seulement, son traitement est d'un côté très intéressant et excitant, mais de l'autre côté, il est dommage de le voir gonfler autant à ce point. En effet, on nous fait croire qu'il était aussi fort que Rayleigh et Roger. Si sa maîtrise du haki de l'armement est étonnamment incroyable et sa puissance physique aussi, son fruit du démon reste, pour ma part, redondant avec le fruit du démon de Eustace Captain Kit. En effet, Douglas Bullet détient le paramécia de la ferraille, un paramécia qui permet de modifier la forme et de contrôler tout ce qui est métallique. La seule différence principale avec Kid est que ce dernier peut donc, en plus de l'attirer, modifier la forme du métal à sa guise. De plus, l'éveil de son fruit du démon nous rappelle celui de Doflamingo. Il peut donc modifier la composition moléculaire de son entourage afin que cela devienne de la ferraille et donc modifier sa forme par la suite. En somme, Douglas Bullet est un antagoniste très intéressant mais pas si original que ça. Nous nous retrouvons face à un Shiki 2.0 avec un fruit légèrement différent de celui de Kid. Sa légende est gonflée à bloc pour rendre le film plus excitant et augmenter la tension face à un adversaire pareil, mais il ne mérite pas autant d'éloges de sa puissance. Si le film a utilisé les supernovas afin de montrer la puissance incroyable de Bullet, cela reste néanmoins qu'une manière de mettre en avant l'antagoniste du film. Une manière assez à droite même si les supernovas sont carrément restés bloqués à l'arc Chabondi 2 ans auparavant, avec l'utilisation des mêmes techniques que face à des pacifistas. Ainsi, seul Luffy a montré plus étant donné que le film se veut utiliser ce que Oda a montré jusqu'à l'arc Whole Cake Island compris. Je pense personnellement que les éloges faits à la puissance de Douglas concernent seulement sa force physique, car dans un flashback, nous voyons Bullet blessé au sol, ayant perdu face à Roger, alors que le Seigneur des Pirates n'a pas une seule blessure. Difficile ainsi de croire que ces deux personnages aient la même puissance. Au début du film, lorsque toutes les primes sont affichées sur le mur, nous pouvons constater pour la première fois l'affiche Wanted de Goldie Roger. Une affiche qui est bien évidemment déchirée dans le coin inférieur gauche, mais qui permet notamment de laisser entrevoir que Roger avait déjà une prime à 10 chiffres, qui atteignait donc le milliard. Vous pouvez me dire que c'est normal et logique, mais nous parlons bien d'une prime qu'il avait avant l'ère de la piraterie.
Étant donné qu'il n'y avait pas autant de pirates à l'époque, la moyenne des primes devait être bien plus basse. Pour preuve, au début du manga, les primes montent assez vite. Crocodile, qui était un Shichibukai, n'avait que 80 millions de berries et c'était suffisant pour être connu partout dans le monde, et nous savons qu'il a même été dans le Nouveau Monde. Alors que pour la pire génération, la génération de Luffy, à chaque bandit, on nous a montré 11 personnages avec une prime déjà supérieure à 100 millions de berries. D'ailleurs, Caribou a une prime très élevée, supérieure à 250 millions de berries, car il est venu après la mort de Barbe Blanche, donc une nouvelle ère de pirates qui a lancé encore des nouveaux pirates. Pourtant, nous pouvons remarquer que Caribou est assez faible, et pas spécialement dangereux. Un nouveau personnage a été introduit dans le film, il s'agit de Anne qui était une présentatrice durant l'événement de la Pirate Fest. Cette dernière détient un fruit du démon qui lui permet de créer un hologramme de quelques secondes. À la fin du film, nous pouvons remarquer qu'elle est avec Sabo, Koala et potentiellement d'autres révolutionnaires. Peut-être que Oda l'introduira dans le manga et la rendra donc canon comme une nouvelle révolutionnaire. Son pouvoir pourrait potentiellement aider les révolutionnaires. Lors du King Kongogen de Luffy face à Bullet, son bras est entouré de la même énergie que lorsqu'il utilise le Ryo, une technique qu'il a apprise à Wano Kuni. J'en parle d'ailleurs dans la review du dernier chapitre, si cela vous intéresse, vous trouverez un lien en fin de vidéo. L'une des plus grosses révélations du film est bien l'orthographe de Loftel. En effet, comme pour Marie-Joase, où nous pensions qu'il s'agissait de Marie-Joa, nous avons appris grâce à l'écriture avec l'alphabet romain qu'il s'agissait ni de Raftel, ni de Roftel, mais bien de Loftel, qui peut se traduire par contre marrant ou par histoire de rire. De plus, nous avons aussi appris que cette île est surnommée l'île dormante. Ainsi, si Roger dit qu'il nécessite un dit pour se rendre à Loftel, nous pouvons considérer que c'est potentiellement pour la réveiller. Si cela peut paraître anodin comme information, elle vient se rajouter en réalité comme une information capitale dans le peu d'informations que nous avons à propos du One Piece, au même titre que les héros de poneglyphes. La bonne orthographe de l'île permettrait même de théoriser sur le trésor et les inspirations de Oda pour ce conte. Et nous arrivons au point le plus important pour moi du film, l'indice capital autour de One Piece et de Roger. En effet, lors d'une scène post-générique que beaucoup ont raté dans la séance dans laquelle j'étais, hélas, Roger affirme que celui qui avait besoin de l'Eternal Pause pour atteindre Loftel n'était pas digne de devenir le seigneur des pirates. Ainsi nous comprenons que le comportement de Luffy est digne d'être son successeur et l'héritier de sa volonté. Bien évidemment, ceci n'est pas nouveau, étant donné que plein d'indices dans le manga nous permettent d'arriver à cette conclusion, notamment les discussions entre Luffy et Shanks au début du manga, entre Shanks et Riley, ou encore entre Riley et Luffy à Shabandi. Mais l'indice capital n'est bien évidemment pas celui-ci, il vient dans la suite de la discussion. Le plus important est que Roger jette donc l'Eternal Pause et qu'il dit qu'il est beaucoup trop tôt. Ainsi nous pouvons comprendre que Roger est arrivé trop tôt pour réveiller Loftel et qu'il ne pouvait donc pas faire ce qu'il voulait faire. C'est pour cette raison qu'il a lancé l'ère de la piraterie, afin que quelqu'un hérite de sa volonté de changer le monde. Et ce quelqu'un, c'est bien évidemment Luffy. Je vous invite très fortement à voir ma théorie autour du plan de Roger et du secret autour du dit. Ces informations que nous avons eues à travers les films, qui je le rappelle sont canon au manga et donc importants, viennent confirmer les propos de ma théorie. Bien évidemment, je ne dis pas que cette théorie a été validée, mais qu'à quelques jours près, j'aurais pu y ajouter des arguments de poids pour rendre la théorie plus complète. Ainsi, ma théorie devient en quelque sorte le 5e point important du film Stampede et de cette vidéo. Et c'est pourquoi je vous laisserai un lien en fin de cette vidéo pour y accéder. Ce film fut génial de A à Z, s'il avait bien évidemment des défauts, surtout autour de son antagoniste et de certaines incohérences de puissance, il reste malgré tout un hommage énorme aux fans et à l'anime pour célébrer ses 20 ans. Si beaucoup se plaignent du manque d'action dans les derniers chapitres de One Piece, j'espère qu'ils seront servis suffisamment avec ce film pour laisser Oda continuer à faire avancer la trame de Wano Kuni à son rythme. Car en effet, Stampede se veut être un récital de folie et d'action avec des combats épiques et des chorégraphies mythiques. Et toi, qu'as-tu pensé du film et des points que j'ai avancés dans cette vidéo? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, l'espace commentaire est là pour ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo, qui j'espère sincèrement t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le like, et si tu es nouveau, tu peux t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. Pour terminer, tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux et auprès de ton entourage, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et je te remercie grandement. C'était Ryuzaka, et le Psy Konguru.